Bonjour à tous. Donc bienvenue dans cette nouvelle édition du séminaire du GDR Radia, où tous les mois on accueille un collègue, des problématiques en lien avec les thématiques du GDR, donc le raisonnement, l'apprentissage et la décision. Et donc ce mois-ci, on a le plaisir d'accueillir Siem Amer Yahya, qui est directrice de recherche au CNRS, au LIG à Grenoble, et qui a reçu la médaille d'argent du CNRS en 2020 et qui est donc une spécialiste du traitement des données, de l'informatique sociale et du crowdsourcing. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de l'utilisation de ces outils et d'autres, et des outils d'IA pour la mise en place de plateformes pour l'éducation. Donc, Siem, si tu veux commencer. Donc, si tu veux prendre... Merci Sébastien et merci à tous d'être là. Et donc, je vais tenter de partager mon écran. C'est pas ça, c'est ici. Voyons voir. Share screen. Là, vous voyez mon écran, je suppose. Et je vais lancer le mode full screen. C'est C'est bon? c'est parfait, tu peux y aller. Eh bien, impeccable. Rebonjour et merci de me donner cette occasion de présenter certains des travaux qu'on a entrepris, qu'on entreprend autour de l'IA pour l'éducation. Et dans le contexte aussi d'une action Madix qu'on a démarré début de cette année avec Philippe Dessus qui est dans les sciences de l'éduc et Émilie Waro qui est maître de conf en gestion d'entreprise. Voilà. Donc, on va commencer par une définition. Je prends la définition de l'éducation du Merriam-Webster et on va se concentrer sur la dernière définition qui reflète la connaissance, la compétence et la compréhension qui sont acquises à l'école, au collège ou à l'université. Et en fait, il y a très très longtemps, les chasseurs-cueilleurs devaient acquérir une vaste connaissance des plantes, des animaux, des paysages qui les entouraient et dont dépendait leur survie. Ils devaient développer des compétences dans la fabrication, l'utilisation d'outils et devaient être capables de prendre des initiatives, être créatifs dans la recherche de nourriture. Et 10 000 ans plus tard, avec l'essor de l'agriculture puis de l'industrie, les gens sont devenus des travailleurs forcés, on va dire. Une agriculture réussie nécessitait de longues heures de travail relativement peu qualifiées et répétitifs. Et les propriétaires fonciers, les propriétaires d'entreprises savaient qu'ils pouvaient augmenter leur propre richesse en faisant travailler d'autres personnes pour eux. Et les compétences les plus cruciales étaient la ponctualité, la capacité à suivre des instructions, l'endurance aux longues heures de travail et une capacité minimale à lire et à écrire. Et à mesure que les nations se sont créées, les gouvernements ont compris que l'éducation était un moyen de créer de meilleurs patriotes, mais également de meilleurs soldats. Le premier système éducatif, c'est le système Gurukul ou Gurukula, qui est un système immersif qui était perçu comme un apprentissage communautaire autour d'un gourou, donc ça a démarré dans l'Inde ancienne en 500 après Jésus-Christ, où les étudiants apprennent du gourou des notions fondamentales, telles que les maths, mais aussi aide le gourou dans sa vie quotidienne, y compris l'exécution de tâches ménagères. La première université, plus tard, la première université qui délivrait des diplômes, c'est l'université Al-Qarawiyyin au Maroc. Elle a été fondée en tant que mosquée en environ 850, 57, 59. Et elle est devenue par la suite l'un des principaux centres spirituels et éducatifs de l'âge d'or islamique. Et 12 siècles plus tard, la montée en compétences est proposée entre autres sur des plateformes en ligne.
Et Masterclass est en fait une de ces plateformes. Et Masterclass, en fait, elle est organisée autour d'un modérateur ou disons d'une autorité hein, sur un sujet en particulier. Elle propose des cours animés par cette autorité dans le domaine. Et en fait, Masterclass utilise une forme d'IA, on va dire, assez basique, hein, qui ici est en train de révéler mes préférences, hein, d'ailleurs, mais qui va vous proposer des cours en utilisant des systèmes de recommandation classiques. Donc, en fait, cette prolifération de plateformes en ligne mais beaucoup l'accent sur la montée en compétences. Et il y a des compétences particulières, hein, très spécialisées, sont de plus en plus demandées, en fait, elles permettent aux individus d'être flexibles, adaptables dans différents rôles et de changer même de changer de carrière. Et il y a différents types de compétences, hein, des compétences dures, voilà, comme apprendre à utiliser l'outil informatique, mais aussi des compétences soft qui sont plus concentrées autour d'apprendre à collaborer, à travailler avec les autres, à manager. Donc, ces plateformes-là, en fait, et les services qui sont développés autour de ces plateformes sont non seulement développés pour l'éducation de base, on va dire, mais aussi utilisés pour le développement de carrière. Hein, et de plus en plus, en fait, l'IA est utilisée dans le développement de ces services. Donc, en fait, on va se poser la question, donc on a commencé par l'éducation, on va se poser la question vraiment de la montée en compétences. Et on va se poser deux questions principales. La première, c'est comment les gens montent en compétences et plus particulièrement, comment l'aspect interaction avec les autres impacte la montée en compétences, mais aussi comment l'organisation de contenu et la composition de contenu permet de le faire. Et puis, je vais terminer sur voilà, des éléments qui ont à voir plus avec des aspects éthiques. Avant cela, j'aimerais déjà mettre un peu en lumière un certain nombre de critères qui sont souvent utilisés pour l'évaluation un peu des services en éducation. En fait, ces critères peuvent être organisés en critères, en objectifs plateforme, on va dire, qui sont plutôt des objectifs quantitatifs, voilà, de qualité du contenu, de vitesse par unité de temps, voilà, des individus qui complètent des tâches ou des tests, mais également un élément important qui est l'élément de rétention qui est très développé sur les plateformes en ligne. Hein. Donc, en fait, c'est combien de temps une personne va passer sur une plateforme. Et puis après, il y a d'autres éléments qui sont plus des facteurs humains qu'on peut organiser en facteurs individuels, donc évaluation de la compétence, mise à jour de cette compétence, mais d'autres dimensions qui vont représenter un peu l'expérience d'un individu, sa motivation, sa satisfaction. Et dans le groupe de facteurs collaboratifs, on va retrouver des éléments qui représentent un peu l'interaction sociale, hein, l'affinité entre les individus, quand on forme des groupes, la taille du groupe, ce genre de choses. Alors, il est important de noter que ces facteurs humains peuvent être observés implicitement en faisant faire des tâches aux individus, mais aussi collectés explicitement à travers des questionnaires, et que dans ce contexte-là, la prise en compte des guidelines du RGPD est très importante. Par exemple, ici à Grenoble, on a un DPO, un Data Protection Officer, on crée des consentements utilisateurs avant de lancer des expériences qui sont plutôt des consentements, je vais traduire parapluie un peu, qui vont lister un certain nombre d'éléments, de données personnelles qui seront collectées, combien de temps elles sont gardées dans le système, avec qui elles sont partagées, et puis également la capacité d'un individu de se retirer d'une expérience à tout moment. Alors, pour ce qui est des aspects éthiques de l'éducation, en fait, donc il y a Wayne Holmes qui est professeur
à Londres, qui travaille beaucoup sur ces aspects-là et qui est très impliqué aussi au niveau de la Commission européenne. Il y a un document très intéressant qui est sorti en octobre dernier sur un peu les dérives de l'IA dans l'éducation. Et lui, il pose la question en disant qu'on ne sait pas aujourd'hui caractériser pleinement en fait, le point d'interrogation qui est au milieu, en fait, l'utilisation, toutes les dérives de l'utilisation d'algorithmes d'approche computationnelle dans le monde de l'éducation et puis de gros volumes de données. Il y a des développements qui se font à l'intersection de deux disciplines à la fois, mais aujourd'hui, ce monde, ce qui est à l'intersection des trois n'est pas encore bien défini. Alors, avant de rentrer dans la description de certains travaux qu'on a fait, j'aimerais mettre en avant en fait deux grands défis dans le développement de solutions IA ou de services pour l'éducation. Alors le premier défi, c'est un défi qui est un peu dû au fait que on a vraiment deux mondes aujourd'hui, donc on a le monde physique et le monde virtuel. Et en fait, on tente de déployer des services qu'on valide en ligne, mais en réalité, les individus qui sont appliqués, ils ont aussi une vie dans le monde physique. Et donc, en fait, on a besoin d'adopter des approches rigoureuses et de faire très attention dans l'interprétation des résultats parce que on n'a pas une vue totalement globale et les gens ne sont pas en silo dans le monde réel et dans le monde virtuel. Donc, je reviendrai là-dessus. Et puis aussi, il y a un aspect qui vient du fait que, moi, je viens du monde des bases de données où on a des données et puis on les contrôle relativement bien. Alors que là, on parle vraiment on recherche toujours l'implication, le déploiement des services qu'on déploie auprès de sujets humains. Et il y a un défi derrière le fait que parce qu'on donne aussi le choix aux individus de rester dans l'expérience, de s'en aller, etc. Ça crée de la volatilité. Et puis aussi, ces facteurs humains qu'on évalue à un moment T, et puis qu'ensuite on impacte, ont besoin aussi d'évoluer. Et donc, on a besoin en fait d'avoir des mécanismes de mise à jour de ces facteurs humains, d'avoir une évaluation qui vit dans le temps en fait. Je prétends pas qu'avoir une réponse à ces deux dimensions, c'est quelque chose qu'on garde en tête dans le déploiement des expériences. Ok. Donc je vais regarder, je vais tenter de répondre déjà à la question des relations sociales ou comment l'interaction entre les individus impacte ou affecte la montée en compétences, l'upskilling, à travers le peer learning. Et puis ensuite, je regarderai plutôt des travaux qui vont être plutôt à l'intention on va dire, des enseignants ou des plateformes, c'est-à-dire des travaux qui vont créer composer du contenu dont l'objectif est de la montée en compétences. Donc, on commence par le peer learning, qui est en fait défini comme étant l'implication d'autres personnes dans le processus de montée en compétences. Et tout particulièrement, là, on a fait un travail il y a un petit moment sur explorer comment la formation d'équipe, l'affinité dans la formation d'équipe impacte la montée en compétences. Donc pour ça, on a dû formaliser ce qu'est une montée en compétences dans une équipe, formaliser les structures d'affinité qu'on prendrait en compte. Ensuite, on a formalisé notre problème et développé des algorithmes de formation d'équipe. Alors, le type de tâches qu'on a déployées, c'était des tâches de fact-checking, en fait. D'accord. Et là, je montre deux tâches dans lesquelles sont impliqués un certain nombre d'individus à qui on demande de répondre, pour la première d'ailleurs, à l'époque, la reine d'Angleterre était encore vivante, on demandait de répondre par vrai ou faux, est-ce que la reine a besoin d'un passeport pour voyager?
Et là, on voit que, et en fait, une des conditions d'expérimentation était que les personnes impliquées dans une même équipe avaient accès aux réponses qui étaient apportées par les autres. Et il y a des travaux dans la science de l'éduc, mais aussi dans des conférences comme ICWSM, hein, donc un peu dans le social computing, on va dire, qui ont observé que lorsqu'on expose les contributions d'autres membres d'une équipe, ben, la montée en compétences se fait plus rapidement. Donc là, voilà. Donc ça, c'est les tâches qui nous intéressent. Et pour revenir sur l'aspect déploiement d'expérience, en fait, comme on s'intéresse dans ce travail à vraiment déployer avec des vrais sujets, en fait, on utilise des plateformes de crowdsourcing hein, comme PyBossa, Mechanical Turk. Et là, donc le protocole est toujours un peu le même. On va recruter des sujets, on va leur faire des tâches, des tests par eux-mêmes. Hein, donc, ce ne sont pas des tests collaboratifs, ce qui nous permet d'estimer un peu leur connaissance sur un sujet. Ensuite, on récupère aussi certaines informations à leur propos pour former les équipes. Hein, et puis ensuite, on déploie nos tâches et on vérifie leurs compétences ou leurs connaissances, on va dire, de sorte à ce que la différence entre l'étape 4 et l'étape 1 nous permette de quantifier un peu la montée en compétences. Donc, je reviens sur comment on fait d'abord, quel est notre modèle de données en termes de montée en compétences dans une équipe de 5 personnes. On va considérer 2 modèles, un où toute personne apprend, personne qui ont une connaissance strictement plus grande. Ça, c'est ce qu'on a à gauche. Et puis à droite, je vais simplement regarder le diamètre de l'équipe, c'est-à-dire la différence entre la compétence de la personne qui en sait le moins et la personne qui en sait le plus. Voilà. C'est simplement deux formalisations, on va dire, de l'apprentissage en équipe. De même pour l'affinité, on va considérer que l'affinité d'une équipe, c'est l'agrégation d'affinités de toutes les paires entre les individus des équipes, ou alors, à droite, c'est le cas où on a un modérateur ou une autorité et l'affinité est calculée par rapport au centre. Donc, un seul individu est agrégé pour l'équipe. Bon, vous pourriez me demander à ce stade comment on calcule l'affinité entre 2 individus. Donc là, c'est très dépendant de la tâche. Hein. Donc, on peut par exemple utiliser des données sociodémographiques qu'on collecte de la part de chacun des individus. Hein. Donc, par exemple, dans des tâches de traduction de texte, on a utilisé la localisation géographique hein, donc, des individus, mais on peut aussi utiliser des questionnaires comme le questionnaire MBTI, le Myers-Briggs Questionnaire, qui va révéler davantage de dimensions comme le leadership dans une équipe, le fait qu'une personne est en retrait ou pas, mais il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. Donc, étant donné les 2 modèles de peer learning et d'affinité, on peut définir un problème de formation d'équipe. On a un ensemble d'individus N et on cherche à former K équipes avec comme double objectif, de maximiser l'agrégation des montées en compétences des équipes, mais également maximiser l'affinité entre les individus. D'accord ? Donc, c'est là, en fait, c'est cette formalisation qu'on a testée pour répondre à la question de comment l'affinité impacte la montée en compétences. D'accord ? Donc ça, c'est un problème bi-objectif hein, qu'on transforme en un problème mono-objectif. Parce qu'en fait, on peut trier les individus sur leurs compétences et résoudre le problème de maximisation de la montée en compétences, de formation d'équipe en maximisant la montée en compétences en temps polynomial, ce qui nous permet de définir un bound et donc de transformer le problème en un problème d'optimisation mono-objectif sous contrainte.
D'accord. Bon, après, il y a des variantes de ce travail-là. Là, vous voyez bien qu'on impose que les équipes aient la même taille, hein, N sur K, mais bon, ça se relaxe. Et puis donc, c'est cet algorithme-là qui est utilisé une fois que les informations des individus sont obtenues, la tâche définie, le problème résolu, on va créer ces équipes-là et déployer les tâches de fact-checking. Alors ici, je vous montre un résultat d'expérience dans lequel on voit que la prise en compte de l'affinité des individus, que ce soit une affinité par rapport à un seul, donc au centre, ou une affinité agrégée pairwise de tous les individus dans l'équipe. Avec cela, on observe une différence de connaissances. Vous voyez, je mélange un peu compétences, connaissances. Hein, donc, c'est un des éléments sur lesquels les personnes avec les collègues en sciences de l'éduc voilà, sont en train de m'apprendre des choses. Mais donc, on voit qu'il y a une grande différence entre les compétences évaluées post-collaboration et les compétences pré-collaboration, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on prend en compte seulement la montée en compétences dans la formation d'équipe. OK, donc je vais passer au deuxième travaux, deux types de travaux dans lesquels on s'est posé la question de comment composer de contenu pour atteindre un objectif de formation. Donc, dans le premier travail, en fait, ici, on voulait apprendre ce qu'on a appelé des pipelines d'éducation. Donc, reproduire, en fait, des pipelines de programmes de master qui sont en général fabriqué à la main en collaboration entre l'étudiant et, on va dire, son mentor ou l'enseignant. Donc là, on prend l'exemple de Maya qui cherche à acquérir un diplôme de master en sciences des données avec une formation un peu plus poussée en deep learning. Et donc, en général, voilà, on a un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes dures et des contraintes soft. Donc, les contraintes dures, c'est justement le nombre de crédits, le type de cours qu'on doit prendre, et puis juste la formation, enfin, les compétences dont on a besoin pour prendre ces cours. Et en contraintes soft, il peut y avoir par exemple un ensemble de thèmes qui sont liés au deep learning et qu'il serait préférable de couvrir. Et puis d'autres types de contraintes qu'on pourrait considérer. Donc on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on peut justement apprendre ces parcours de sorte à les utiliser pour bootstrapper, si vous voulez, la discussion ou les recommander par exemple sur les sites de programmes de master pour pas démarrer de zéro. Et donc notre modèle, enfin pour voilà la modélisation, on a utilisé des chaînes de Markov, donc un processus de Markov dans lequel chaque état est un cours. Et l'action d'ajouter un cours à la politique qui est en train d'être apprise, avec une notion de récompense qui est multi-récompense pour justement représenter les contraintes qu'on a. D'accord. Donc, en fait, en réalité, on a utilisé ce qu'on appelle une reward machine, de sorte à ce qu'on puisse avoir la récompense elle-même est un processus de Markov qui doit choisir quel cours ajouter lorsqu'on fait notre apprentissage en fonction des contraintes qu'on a. Et on a utilisé une implémentation qui est Model Free Reinforcement Learning, TensorFlow, je pense, pour ça. Donc, voici une des expériences. Donc, on a utilisé des programmes de master
au New Jersey Institute of Technology, là où les étudiants avec lesquels on a travaillé étaient, et puis aussi à Stanford, et pour un certain nombre de programmes de master, un certain nombre de cours, différentes spécialités. Et cette première expérience, en fait, c'est qu'elle montre alors les politiques qu'on apprend, hein, donc l'agent qu'on simule dans notre modèle, hein, qui va choisir de mettre certains cours ensemble. C'est le résultat, c'est ce qu'on a, c'est la barre grise tout à droite, hein, à chaque fois. Pardon, non, pas du tout. C'est la barre toute noire. Et la barre grise tout à droite, c'est en fait, ce sont les parcours qui existent, qui ont été déjà consommés, on va dire, ou utilisés par les étudiants sur place. Et ce qu'on voit là, c'est le score, en fait, c'est en termes de représentation, enfin de capacité aussi à couvrir les soft constraints. Donc on voit que on n'est pas aussi bon que lorsque juste on apprend, hein, on simule ces politiques, que ceux qui sont complètement, enfin que ceux qui sont faits à la main, on s'en rapproche. On a également déployé dans les deux universités deux user studies avec des étudiants qui ont pris comme major data science, et on voit aussi que les parcours qui sont faits à la main sont un peu meilleurs que ceux qu'on a le long de dimensions, comme la couverture de topics, l'ordre des items. D'accord ? Par contre, évidemment, nos parcours, on peut les apprendre on les apprend pendant un moment, mais après on peut les déployer très rapidement. Et donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de voir quelle est l'adoption dans ces deux universités, l'adoption des parcours qu'on recommande, ceux qu'on a appris. Donc, on voit qu'il y a un potentiel, du moins en termes de rapidement apprendre ces parcours et les proposer aux étudiants et professeurs. Éventuellement, voilà, ils seraient modifiés ou adaptés à un étudiant en particulier. Voilà, donc là j'aborde le troisième aspect avant de finir sur l'éthique. Donc dans le troisième aspect, en fait, on s'est posé des questions autour de comment on peut proposer des tests aux étudiants. Encore une fois, voilà, là je ne parle pas de politique de cours, mais plutôt comment générer des tests en séquence aux étudiants, avec comme objectif la montée en compétences. Il se trouve qu'en sciences de l'éduc, il y a plusieurs théories, en fait, ce qui est appelé des théories d'apprentissage. Alors, ce qu'on voit à gauche, c'est la théorie de développement proximal, hein, qui, en fait, identifie une zone dans laquelle un apprenant peut réaliser des tests sans aide. Ensuite, on voit dans les cercles concentriques qu'il y a des zones de tests qui nécessitent, par exemple, des techniques d'échafaudage ou d'aide pour les développer. À droite, c'est la théorie des flux, hein, qui est très utilisée, très connue au sein des sciences de l'éduc, où voilà, les deux dimensions qu'on voit, l'axe des X, c'est la compétence d'un individu, l'axe des Y, c'est la difficulté d'une tâche. Et on voit qu'au milieu, il y a une zone de flux qui représente toutes les tâches qu'un individu peut compléter sans ressentir de l'ennui ou de l'anxiété. Et donc, la théorie de flux proximal, en fait, elle combine un peu ces deux-là. C'est donc l'idée qu'on a essayé de développer ou de formaliser, c'est celle de dire est-ce qu'on peut automatiser ou aider, automatiser l'aide qu'on apporte aux étudiants, l'aide étant quelque chose qui peut être apporté soit dans des tests collaboratifs ou sous forme de recommandations de tests qui sont plus appropriés, qui permettent en fait aux apprenants de naviguer dans cette région, peut-être un tout petit peu, se rapprocher de la zone d'anxiété sans trop y plonger, et puis redescendre au niveau de la région d'ennui. Donc, je vais prendre un exemple qui est un exemple. Enfin, les mathématiques sont très utilisées. L'apprentissage des mathématiques est très utilisé dans ce domaine parce que les mathématiques sont décomposables et voilà, on peut proposer des tests de plus en plus complexes, voilà, sans faire des grands pas de complexité ou de difficulté de tâches.
Donc là, on va supposer qu'on a un apprenant qui veut apprendre certaines fonctions mathématiques de plus en plus complexes. Et donc, dans une première étape, on va proposer des fonctions linéaires, une description. Ça peut être une vidéo ou ça peut être une vidéo avec un test, d'accord ? Et ce qu'on voit, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a un certain niveau de difficulté de ce test-là. Et puis, on va prendre en considération les résultats qu'on va récupérer de l'apprenant. Donc, dans ce cas-là, dans cet exemple très simple, la réponse est correcte du test qui est proposé. Donc, il n'y a pas de lacunes qui est engendrée, donc pas de gap. Et puis, on peut mettre à jour la compétence de l'apprenant. Donc, on voit que dans un processus itératif comme ça, les éléments qui sont importants sont la réponse, là où les réponses de l'apprenant, ce qu'on peut appeler un gap ou une lacune, et puis la capacité à aider l'apprenant en proposant des tests qui vont lui permettre de naviguer dans cette zone de flux. Donc, on va poser un problème assez simple du point de vue de la recommandation, qui est celui de recommander en fait un ensemble de cas tests à chaque fois. Donc, cas, c'est un entier, et de raisonner sur ce qu'on observe de sorte à avancer dans la recommandation de manière séquentielle. C'est un travail qui va être présenté dans un workshop dans une dizaine de jours. Donc, notre proposition, en fait, c'est de capter 3 dimensions. De manière générale, en fait, dans le related work, ce qui est proposé, c'est d'utiliser les réponses qui ont été apportées pour prédire la performance de l'apprenant et donc choisir les tests suivants. Ce qu'on propose dans ce travail, c'est non seulement d'avoir un modèle pour prédire la performance, mais également de toujours prendre en considération ce qu'on a appelé l'aptitude, c'est-à-dire la différence entre la difficulté des tests et le niveau de l'individu. C'est ce qui nous permet aussi de contrôler un peu cette navigation dans les zones de flux. Mais on va aussi accumuler, enfin, en tout cas, calculer les lacunes ou le gap qui est engendré par des réponses incorrectes. En fait, il y a une autre théorie dans les sciences de l'éducation qui s'appelle le mastery learning, qui préconise, c'est ce qui est utilisé par exemple dans la Khan Academy, qui préconise l'utilisation la formalisation des lacunes ou des gaps pour leur prise en compte dans la proposition de cours. Aujourd'hui, c'est fait un peu à la main et la Khan Academy donne des outils en ligne pour faire cela à la main, en fait. C'est l'enseignant, on va dire, ou celui qui crée les cours qui va décider à un moment donné de revenir à des difficultés moins élevées pour justement combler ces gaps. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'automatiser. En fait, on a formalisé un problème avec 3 objectifs optimisés, avec ce qu'on appelle MO, Multi-Objective Optimization, et avec une solution en Pareto, un algorithme heuristique en hill climbing, qu'on utilise. Et puis ensuite, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est tenter de valider tout ça en se posant des questions autour de l'impact de chaque dimension, justement. Peut-être qu'il est juste simplement suffisant en fait d'optimiser 2 dimensions à la fois, une à la fois, etc. Et pour ça, en fait, on a utilisé un modèle 2 modèles de simulation des apprenants, qui sont des modèles. Il y a un modèle qui s'appelle BKT, un modèle IRT, Item Response Theory, qui sont des modèles de calcul de probabilité d'une réponse positive ou négative. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore de déploiement avec de vrais apprenants. C'est quelque chose qu'on prévoit de faire à la rentrée sur une plateforme qui s'appelle LabNBook, qu'on a ici à Grenoble. Donc là, pareil, on a utilisé des tests en maths qu'on a récupérés. Et donc, on simule notre apprenant. Et puis, à chaque étape, on se pose la question de quel cas test proposer
en optimisant ces 3 dimensions. Et pourquoi ces 3 dimensions? Parce que justement, voilà, c'est un peu ce qui se dit dans ces 2 théories, hein, la théorie du flux. Et donc, il faut, la théorie du flux, en fait, dit qu'il faut que les tests matchent le niveau de mastery, hein, donc la maîtrise qu'a l'apprenant. Et puis, la théorie du mastery learning dit qu'il y a un niveau cible à atteindre et que les tests, la difficulté des tests doit être choisie par rapport à ce niveau de cible à atteindre, mais qu'il faut prendre en compte les tests qui n'ont pas été complétés correctement dans le passé. Bon, ça, c'est des statements, souvent, c'est des théories qui sont utilisées pour, en général, faire du handcrafting, si vous voulez, d'assignation de tests. Donc, voilà, on formalise notre problème qui maximise, notre problème de proposition de cas tests, d'un batch de cas tests à chaque étape, avec comme objectif de maximiser la performance attendue sur la base de ce qui a été observé, de maximiser l'aptitude, la différence entre le niveau de l'apprenant et la difficulté du test, et de minimiser le gap. Donc, je montre juste un résultat ici. Donc là, la ligne bleue, donc MOO, ce que je montre, c'est dans l'axe des X, c'est les itérations hein, de notre simulation. Et dans l'axe des Y, c'est la progression de la compétence. Et là, donc, ce que je vois, c'est qu'en optimisant les 3 dimensions à la fois, il y a une montée en compétences qui s'opère et qui arrive à ce niveau-là. Et les autres dimensions, les autres variantes, vont optimiser que, disons, 2 dimensions à la fois. La expected performance et le gap, l'aptitude et le gap, etc. La toute dernière, en fait, elle est utilisée dans les sens de l'éduct. En fait, c'est celle qui va alterner les niveaux de difficulté sans nécessairement avoir de connaissances sur l'apprenant ou d'utiliser du feedback en termes de niveau de compétence ou de résultats au test. Hein. Donc, elle est un peu utilisée comme une baseline et elle n'est pas trop mauvaise dans ce cas. Par contre, en termes de par exemple, le niveau finalement de maîtrise atteint, on voit que quand on optimise les 3 objectifs, on atteint un niveau de maîtrise assez élevé. On voit aussi que quand on optimise l'aptitude et le gap, c'est-à-dire on contrôle le flux et la difficulté des tâches et on prend en compte les tâches qui sont complétées de manière incorrecte, qu'on atteint effectivement des niveaux de maîtrise assez élevés, mais plus tard hein, que l'approche qui optimise les 3 objectifs. Et puis là, c'est justement à droite, je montre le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre les niveaux d'objectifs. Et on voit bien que quand on optimise les 3 dimensions, on atteint le niveau de maîtrise plus rapidement que les autres méthodes. Voilà. Donc, ça permet de vérifier, ce travail a permis de vérifier certaines hypothèses, hein, qui étaient que optimiser, par exemple, que la performance attendue va avoir tendance à assigner des tâches qui sont plutôt dans la zone d'ennui. Optimiser l'aptitude, hein, donc la différence entre le niveau de l'individu et la difficulté des tâches, va avoir tendance à assigner des tests qui sont plutôt dans la zone de frustration, hein, d'anxiété, et qu'au final, optimiser les 3 objectifs semble fonctionner assez bien. Donc voilà, donc ça nourrit un peu des réflexions autour de cet axe hein, qui est AI-Powered Data Informed Education, l'utilisation de données et d'algorithmes pour développer des services à l'attention d'apprenants, d'enseignants, éventuellement aussi d'institutions, et d'étudier un peu leur impact sur les humains. Ça, c'est juste un slide de pub,
c'est simplement, on a fait un travail avec deux collègues de l'Université de Queensland où on a cherché à un peu caractériser, si vous voulez, les services dans le domaine de l'éducation qui existent et qui pourraient être automatisés en utilisant l'IA. Donc, il y en a qui sont à l'attention d'apprenants, à l'attention d'enseignants, à l'attention d'institutions. Tout ce qui est, par exemple, les systèmes d'admission vont se retrouver à l'attention des institutions. On a également fait un peu un panorama des données qui sont utilisées ou qui pourraient être utilisées avec le discours d'ailleurs qu'on tient dans ce papier qui est plus un papier vision, c'est le besoin justement de back-end qui permettent un peu de meilleure gestion de ces données et bien sûr le besoin de développer des algorithmes, d'automatiser tous ces services-là. Alors, je vais toucher, je vais parler des aspects éthiques, un peu quelques éléments que j'ai pu récupérer. Donc, c'est un sujet qui est assez récent, hein, l'éthique dans l'IA, de l'IA dans l'éducation. D'abord, ce sujet hérite de toutes les questions de l'éthique en IA, avec des questions qui sont autour de la protection de la vie privée et de demander le consentement lorsqu'on récupère des données, et puis leur gestion dans le temps, etc., et le droit à l'oubli. Il y a évidemment aussi des questions d'interprétation de la donnée, donc tout ce qui est biais et biais algorithmique. Des questions aussi de gestion des données, à qui elles appartiennent, où sont-elles stockées, pendant combien de temps, etc., et qui y a accès. Mais également des questions de représentativité, si on veut apprendre des modèles d'IA, pour de l'apprenant, etc. Ces modèles risquent de ne pas être assez représentatifs. Mais il y a également des questions qui sont très spécifiques à l'IA, l'éthique de l'IA en éducation, qui vont au-delà de questions informatiques. Donc on peut tenter de les transposer et mieux les comprendre dans le cadre de l'informatique, mais par exemple l'objectif ou le sujet de l'apprentissage. Et en fait, on peut interpréter cela comme quels sont les objectifs d'optimisation quand on veut automatiser des pipelines d'éducation, par exemple. Le choix de la pédagogie. Alors, il se trouve que, justement, dans le travail de Wayne Holmes, dans le rapport de la Commission européenne, il y a tout un panorama d'outils qui existent. Et en fait, ce qu'il constate, c'est que les pédagogies qui sont aujourd'hui implémentées sont des pédagogies qui datent des années 60-70, qui sont des pédagogies qui ont évidemment évolué au sein des écoles, des universités, et qu'on ne retrouve pas vraiment dans ces systèmes-là. Il y a toute la question de la peur du remplacement, et en fait la peur de remplacement, pas juste que le sentiment des profs qui ont peur d'être remplacés par des outils, non, mais c'est plutôt ce qu'ils appellent le teacher agency et le learner agency, c'est-à-dire quel est le contrôle qu'on donne à l'enseignant et à l'apprenant dans ces systèmes-là. Et puis, on retrouve après d'autres aspects qui sont plus proches de l'IA en général, de l'éthique de l'IA en général. Et le tout dernier, en fait, il est assez intéressant. Il y a aussi la question de, lorsqu'on déploie des expériences, on va devoir assujettir, on dit, je ne sais plus. Enfin, voilà, on va avoir des groupes de traitement, des groupes de contrôle, comme ce qu'on fait dans les validations qu'on a conduites dans les user studies. Et en fait, par définition, ces groupes de traitement, ces groupes de contrôle vont être exposés à des traitements différents. Donc, il y a toute la question de l'éthique de méthodologie de validation. Et donc aujourd'hui, en fait, dans les travaux qui existent et puis surtout dans ce qui est abordé, on retrouve beaucoup les questions de consent forms, de agency, donc Learn and Teach Agency, et puis la question de la transparence, mais elle n'est pas vraiment très bien définie. Voilà, donc pour terminer, donc
le rôle en fait des informaticiens et des spécialistes de l'IA est vraiment très important aujourd'hui sur ces plateformes parce que l'automatisation déjà des algorithmes ou des services qui existent, c'est quelque chose qui doit être pensé avec l'humain dans la boucle et avec évidemment des garde-fous pour mieux assurer la sécurité en ligne, safety. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'ai terminé.